Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV où on va revenir sur ces deux matchs qu'on a disputés à Los Angeles pour terminer notre road trip à l'ouest, ainsi que faire un petit point sur les blessés, les malades, les matchs reportés, etc. On verra ça à la fin. Donc pour revenir sur ce match face aux Lakers, défaite de 2 points, mais c'était quand même une sacrée performance de la part de nos Bulls, et notamment dès l'entrée de match on a été très agressif. Et très bien en place, avec notamment un Wendell Carter qui a vu que Marc Gasol ne venait pas sur lui. Donc du coup il bénéficiait de pas mal d'espace, tête de raquette pour mettre quelques paniers. Et puis un Zach LaVine qui a décidé que tout de suite voilà, il allait être agressif et prendre les choses en main. De nombreuses passes décisives, des 3 points, des drives, des lancers francs provoqués, 19 points, 8 sur 8 dès le premier quart-temps pour lui. Il a pris le ballon et c'est lui qui a géré tout simplement. Et il a permis aux Bulls de prendre une petite avance et se mettre sur les bons rails dans ce match-là. Euh, Kobe White, au début du deuxième quart-temps, a enchaîné 10 points consécutifs en a rien, quoi, en genre 1 minute 30. Le problème, c'est que globalement, à part ça, sur l'ensemble du match, il a pas mal souffert parce que Dennis Schroeder est un excellent défenseur et il lui en a fait baver. Avec des presses full courtes, avec les mains actives tout le temps pour le gêner dès qu'il tente un dribble. Et puis les Lakers ont joué plusieurs fois en blitz, donc la fameuse technique défensive qu'on utilisait l'année dernière, beaucoup trop souvent. Mais voilà, surtout face à un joueur comme Kobe White, ça a vraiment bien marché pour les Lakers parce que voilà, White est en tête de raquette et donc il y a Schroeder face à lui ou le meneur qui est sur le parquet à ce moment-là. Et l'intérieur vient faire prise à deux et couper les lignes de passe. Et du coup, White a eu pas mal de difficultés comme ça. Ça a permis aux Lakers de revenir. Et d'autres choses qui ont permis aux Lakers de revenir, notamment, c'est les lancers francs. Un peu cadeau parfois, hein, donnés à LeBron James notamment. J'aime pas trop parler des arbitres, etc. Ni chouiner un petit peu. Mais il y a des fois, j'ai l'impression que depuis le début de saison, ça revient quand même assez régulièrement. On est quand même pas mal arbitré comme des vauriens. Parfois c'est pénible. T'as envie de rien dire parce que après, si tu commences à le dire une fois, il faut le redire, etc. Et t'as l'impression que tu passes ton temps à pleurer sur les arbitres. Mais enfin, il y a des fois, c'est quand même assez hallucinant. Bref, ce qui a surtout fait la différence, c'est au début du quatrième quart-temps, parce que le score était encore très très serré. Et début du quatrième quart-temps, Montrell Zarel, il a été monstrueux, avec des paniers près du cercle d'un côté, une grosse défense de l'autre côté. Il a mis la misère à Daniel Gafford et après il le chambrait. Je t'avais dit, tu vois. Et à ce moment-là, il a été. Il a eu une part très importante dans le run des Lakers qui ont fait un 10-2 pour débuter le quatrième quart-temps et prendre 12 points d'avance. Mais c'est une marque de fabrique maintenant chez cette équipe des Bulls, surtout dans ce road trip. On lâche rien, on continue tu vois, d'être agressif, solide, de faire des bons plays défensifs. Et puis avec les vétérans qui sont revenus sur le parquet, avec Thaddeus Young, avec Garrett Temple, toujours capable de mettre un 3 points par-ci par-là. Finalement, les Bulls ont réussi à rattraper ce retard, à revenir et à s'offrir une fin de match extrêmement serrée, puisque après une nouvelle belle séquence défensive où je crois que c'est LeBron James qui prend un tir à 8-9 mètres en fin de possession, les Bulls récupèrent le rebond et prennent temps mort. Ils ont la dernière possession, il reste de mémoire 12 secondes au chrono. Et il y a 116-115 pour les Lakers, donc un point de retard. Zach LaVine récupère la balle sur la remise en jeu et prend un shoot mi-distance alors qu'il reste 7-8 secondes sur le chrono. Le loop, derrière les Lakers prennent le rebond, prennent un temps mort. Schroeder s'échappe du marquage, part dribbler pendant 4 secondes avant qu'on fasse faute sur lui, mais il restait, je crois, 0,1 seconde. Donc il met un lancer, il loupe le deuxième, ça fait 117-115. Ouais, frustrant, mais à la fois positif vu l'énergie mise en place. Donc après c'est toujours pareil, chacun décidera s'il veut voir ça comme le verre à moitié vide ou le verre à moitié plein. S'il prend ça avec des motifs d'espoir parce qu'on a quand même fait une super prestation face aux champions en titre, ou se dire c'est rageant parce qu'on aurait dû gagner ce match-là, on a encore fait un choix pourri à la fin, enfin bref, voilà, ça chacun se le juge comme il a envie. C'est vrai qu'au niveau du shoot de Zach LaVine, moi ce qui me chiffonne, déjà c'est qu'il a pris ce shoot beaucoup trop vite, il a laissé trop de temps aux Lakers derrière, parce que même si tu mets le panier, les Lakers ont le temps de répliquer, donc j'aurais préféré qu'il temporise un peu plus.
Et puis surtout, t'es à -1, va attaquer le cercle. Surtout que Lavine est monstrueux en attaque de cercle, il est capable de finir avec des contacts, prendre une faute, on sait jamais. Attaque-moi ce putain de cercle, quoi. Enfin bref. Euh, le truc, c'est que bis repetita face aux Clippers deux soirs plus tard. Otto Porter était absent de ce match-là, il s'est blessé au dos au bout de 6 minutes face aux Lakers. Euh, donc c'est Garrett Temple qui était titulaire face aux Clippers. Et là encore, entame de match monstrueuse. Euh, des attaques du cercle, beaucoup d'énergie, de l'intensité, des bons rebonds. On retrouve encore le duo Wendell-Lavine d'entrée de jeu dans le premier quart-temps. Un premier quart-temps que les Bulls terminent avec 9 points d'avance, ce qui est leur meilleure avance après un premier quart-temps cette saison. Donc sur le parquet des Clippers, c'est quand même pas mal du tout, hein, 31-22. Et puis derrière ça a continué de bien progresser pour les Bulls qui ont vraiment fait un match de belle qualité tout au long de la partie. Même si, forcément, à bout d'un moment, c'est les Clippers en face. T'as des shoots à 3 points ouverts. Alors après, c'est toujours pareil, comme on l'a déjà dit dans d'autres vidéos. Euh, une des principales tactiques défensives des Bulls, c'est voilà, bloquer les attaques du cercle, les drives, etc. Bon, et le problème, c'est que ça ouvre des espaces pour des shoots à 3 points ouverts, notamment dans les corners. Kawhi Leonard en a mis quelques-uns, Paul George en a mis quelques-uns, enfin bref. Et d'ailleurs, ça a été, c'était totalement fou le troisième quart-temps où c'était un festival de trois, c'était un concours à 3 points entre Zach LaVine et Kawhi Leonard. Alors Garrett Temple en met un au début, mais alors après, ça a été tout simplement l'avalanche. Ça se répondait d'un côté de l'autre. Euh, c'est Kawhi qui en met un premier, après Lavine répond, Kawhi en remet un autre, Lavine répond, Kawhi en remet un autre, Lavine répond. Et à chaque fois, sur les 3 points rentrés par Kawhi Leonard, il bénéficie de super screen tête de raquette de son pivot ou de son ailier. Et à chaque fois, Pat Williams passe derrière pour essayer de contourner le screen. Et du coup, il se retrouve toujours trop tard. Et même si avec ses longs bras et sa détente, il conteste plus ou moins le shoot, ça laisse quand même trop de liberté pour un shooter comme Kawhi Leonard et pour une équipe des Clippers qui est la meilleure équipe à 3 points cette saison. C'est eux qui ont le meilleur pourcentage derrière la ligne à 3 points. Je crois qu'ils sont à plus de 42%. Enfin, j'ai plus le chiffre exact en tête, mais c'est eux qui étaient numéro 1 de la ligue. Donc, du coup, ça a permis aux Clippers de revenir largement dans ce match, de passer devant. Et après, les Bulls sont revenus un petit peu, parce qu'encore une fois, une grosse dépense d'énergie et les vétérans qui font des bons plays défensifs. Thaddeus Young a été monstrueux sur l'ensemble du road trip. Donc ça fait 94-94 après 3 quarts temps. Et encore une fois, euh, on a pris un run, comme le match des Lakers 2 jours avant, on a pris un run au début du quatrième quart-temps et ça a permis à l'équipe adverse de prendre un petit peu d'avance avec des rebonds offensifs, etc. Donc à corriger peut-être ça. Je sais pas si c'est le line-up qui est aligné à ce moment-là ou si c'est un manque d'attention ou quoi, mais c'est vrai que ça fait 2 quarts-temps de suite là, enfin 2 matchs de suite où au début du quatrième quart-temps on se prend un run, donc à voir sur la durée si on peut corriger ça. Euh, mais toujours est-il qu'encore une fois, avec Zach LaVine qui a été monstrueux sur ce match-là, il termine à 45 points, 10 sur 16 à 3 points, ce qui est quand même assez exceptionnel. Garrett Temple aussi qui a fait des plays importants. Voilà, les Bulls sont revenus une nouvelle fois dans ce match-là pour s'offrir une nouvelle fois une fin de match serrée, même si là encore les Clippers ont fait de belles choses. Il y a eu notamment un 8-0 qui débute par un 3+1 dans le corner de Batum après un rebond offensif. Donc ça c'est vrai que je pense que sur les rebonds offensifs et les rebonds comme ça, Otto Porter il a manqué parce qu'il a été très actif au rebond sur ce début de saison. Et c'est vrai que là en son absence c'était un petit peu compliqué. De mémoire, là encore, j'ai pas les chiffres sous les yeux, mais je crois bien que les Clippers ont pris 12 rebonds offensifs et les Bulls 3, donc c'est vrai que c'est beaucoup de secondes chances laissées à une telle équipe. Souvent ça pardonne pas, et du coup, là, ça n'a pas pardonné. Donc malgré tout, on a encore été capable de s'offrir la dernière possession, enfin du moins un shoot pour la gagne en toute fin de match. Et encore une fois, Zach LaVine euh, selon moi, part trop tôt. Il part trop tôt sur ce shoot et surtout, voilà, il y a 3 coéquipiers démarqués sur ce shoot à 3 points à 6 secondes de la fin qui fait airball. Euh, Parce qu'à ce moment-là, il y a 128, 125, je sais plus le score exactement. Enfin, les Bulls devaient prendre un 3 points de toute façon, donc ouais, je crois que 128, 125.
Et à 6 secondes de la fin, Zach LaVine prend un 3 points. Alors oui, il faut prendre un 3 points, ça c'est pas la question d'aller attaquer le cercle ou quoi. Mais toujours est-il que il restait encore du temps au chrono et voilà. T'as trois joueurs qui sont démarqués sur les corners. Alors je sais plus qui c'était exactement, mais enfin bref, les Clippers savaient que LaVine allait prendre ce shoot. Donc ils se sont focalisés en défense sur lui, ils ont laissé des espaces pour les autres Zach LaVine ne les a pas vus parce que souvent en fin de match c'est les œillères, tu vois, un peu comme les chevaux, tu sais, ils voient pas ce qui se passe sur les côtés. Bref, euh, derrière ça, les Clippers récupèrent le rebond, vont mettre des lancers francs, puis on met un lay-up à la toute fin alors que ça compte plus, ça se termine à 130-127. Donc deux défaites, mais c'est difficile de vraiment être, tu vois, dégoûté parce qu'il y a eu tellement de belles choses, on a montré tellement de bonnes choses sur ces deux matchs, dans l'agressivité, dans l'énergie, dans l'exécution défensive. On a moins paniqué parfois dans les fins de match serrés, même si parfois tu concèdes des rebonds offensifs et des fautes un peu bêtes, et ça encore c'est l'apprentissage qui rentre, mais il y avait moins de panique. J'ai trouvé que c'était un petit peu plus ordonné, même si ça n'a pas penché de notre côté, mais bon, tu sens quand même que petit à petit il y a des choses qui se mettent en place. Euh, Après, concernant Zach LaVine et ces deux fins de match, les deux shoots en fin de match, honnêtement, et je l'ai dit sur Twitter, je l'ai dit dans l'article ensuite lundi, s'il met un des deux, il est joueur de la semaine. Parce que sur toute la semaine, il a été absolument, mais quasiment parfait, quoi. Il était à plus de 33 points sur le road trip, des adresses au shoot absolument monstrueuses. Et défensivement aussi, il a été très très bon tout au long de la semaine. Il a vraiment fait de super efforts. Donc s'il avait rentré un de ces deux shoots là contre soit les Lakers ou soit les Clippers, là je pense il avait un sacré dossier pour être élu joueur de la semaine. Mais bon, ma foi, après sur les choix, voilà, je pense notamment celui contre les Lakers, attaque le cercle. Attaque le cercle, gratte un petit peu plus de, genre 2-3 secondes de plus au chrono. Et puis là, pareil, contre les Clippers, après oui, tu peux vouloir laisser du temps au chrono au cas où tu le loupes et tu peux récupérer un rebond offensif et tu ressors la balle pour retenter un autre shoot. Mais mais ouais, avec trois joueurs démarqués et de la manière dont il a pris shoot, c'était précipité. Donc après, ma foi, c'est encore une question de faire les bons choix au bon moment. Mais bon, après les matchs qu'il a fait, juste voilà, je veux dire, 38 points contre les Lakers, 45 contre les Clippers, tu peux pas vraiment lui en vouloir c'est compliqué quoi. Il a été tellement bon sur tout l'ensemble de la semaine que tu peux difficilement lui taper sur les doigts et lui dire oh là t'as merdé quand même. C'est quand même dommage. Même si, voilà, après, quand il te dit en interview d'après-match, c'était des bons shoots, je les ai juste loupés, je le referais si je devais le refaire. Quand même, quand même. Calme-toi. Bref, voilà. Après, chacun se fait son opinion sur Zach LaVine, les shoots qu'il a pris, etc. Ma foi. Euh, pour revenir sur d'autres joueurs, Kobe White a souffert parce que, comme je l'ai dit, Schroeder, côté Lakers, c'est un excellent défenseur. Et puis quand 2 jours après tu te tapes Patrick Beverley qui te presse foot courte, qui est dans tes oreilles à te hurler dessus tout le temps, c'est pas simple non plus. Donc sur ces deux matchs-là, Kobe il a morflé quelques belles pertes de balles. Même s'il a fait un record de 13 passes décisives, son record en carrière face aux Clippers, donc il a eu quand même des séquences où il a été très très bon avec des drive and kick notamment et des pick and roll bien exécutés. Euh, mais voilà, c'est par séquence. Il y a des fois très bien et des fois où c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est encore pareil, c'est l'apprentissage, hein, ça viendra petit à petit. Il y a des signes encourageants à droite à gauche, donc on va continuer d'espérer et d'y croire pour lui. Euh, Pat Williams, Pat Williams, tu le mets en défense sur LeBron James, il est tout content, il y va, il en redemande, il adore ça. 2 jours après, tu le mets en défense sur Kawhi et le mec il est à fond, il y va. Il a tout tenté, hein, forcément il allait pas les stopper. Les mecs c'est des All-Stars, c'est des MVP des finales, des futurs Hall of Famer. Il allait pas à 19 ans les stopper, mais dans l'énergie, l'intensité, l'agressivité qu'il y a mis, tu te dis putain ce gamin il y a quelque chose quoi. Et contre les Clippers il met aussi 17 points, ce qui est son record dans sa jeune carrière. Ouais franchement, ouais, Pat Williams il a fait plaise, mais un truc de ouf. Franchement ouais, top. Super joueur. On aura le temps d'en redévelopper probablement un article qui va sortir dans les prochains jours sur lui. Euh,
Et puis encore une fois, bah voilà, l'apport du banc avec des mecs comme Tadeusz Young, à chaque fois qu'il rentre, défensivement, c'est les bons plays, offensivement avec des post-up, des hooks main gauche, euh, très très solide, très très présent. Garrett Temple, même chose, toujours pour rentrer un 3 points. Cette semaine, il a eu une adresse diabolique. Autant les premières semaines, c'était pas ça au niveau de l'adresse, mais là, cette semaine, il a cartonné dans tous les coins. Euh, Défensivement aussi, il a fait des bons plays. Et puis tu vois, donner des conseils à tout le monde, replacer. À chaque temps mort, il est là et tu vois, il donne de la voix. Dès qu'il y a une coupure, genre un mec qui est au lancer franc, il va voir un autre joueur en lui disant il faut faire comme ci, fait comme ça. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant dans une équipe aussi jeune. Donc, c'est vraiment appréciable. Ce qui fait que du coup, même avec un road trip où tu fais une victoire, trois défaites, mais les quatre matchs, ça s'est joué sur les dernières possessions, donc il y a quand même. Et puis pas face à n'importe qui, hein. Les Clippers, ils étaient au grand complet. Les Lakers, ok, il manquait Anthony Davis, mais ça reste une équipe extrêmement solide. Hein, quand tu as LeBron James, Schroeder, etc., il y a quand même de la qualité, hein, Gasol et compagnie. Donc malgré tout, fallait quand même les tenir tout le match. Euh, donc, ma foi, quand même pas mal de positifs à retenir de ce road trip. Euh, Même si, bon, bah voilà, il y a eu la blessure d'Autoporteur, on ne sait pas exactement combien de temps il sera absent. Et puis, donc là, pour faire un petit point maladie, blessure, match reporté, etc., on devait jouer cette nuit contre Boston. Mais le match était reporté parce que Boston avait beaucoup trop de blessés et de joueurs avec le Covid et en cas contact. Donc du coup, ils n'avaient pas assez de joueurs disponibles pour ce match-là. Donc du coup, ce sera reporté pour plus tard quand la NBA sortira la deuxième partie du calendrier. Il y a eu d'autres matchs reportés lundi et ce mardi soir aussi. Alors j'ai plus les matchs exacts en tête. Il y avait les Mavericks qui sont concernés lundi soir. Leur match a été reporté et on les joue ce dimanche à 21h en France. Donc, bel horaire, encore une fois, un peu comme les Clippers. Hein, ça va être bien bien sympa de suivre ce match-là. Mais bref, toujours est-il que donc, le match contre Boston, qui était le seul match à Chicago, a été reporté. Donc, du coup, on repart sur les routes avec OKC vendredi soir, Dallas dimanche et on retourne à Chicago lundi pour affronter Houston en back-to-back. D'ici là, j'espère qu'on aura récupéré tout le monde. Sachant que donc ce mardi soir, Laurie Markkanen et Archidiakono étaient de retour aux entraînements. Tous les deux étaient cas contact après les tests positifs de Hutchison et de Satoransky. Euh, en fait, on va refaire un petit peu le fil de l'histoire. Donc Hutchison est testé positif entre les deux matchs à Washington fin décembre. Archidiakono est cas contact parce qu'il était avec lui, ils sont allés dîner ensemble. Ensuite, Markkanen et Satoransky sont également cas contact parce que ce sont les deux qui sont à côté de Hutchison dans le vestiaire. Donc ces quatre-là restent à Washington après le deuxième match pendant que les Bulls vont à Milwaukee. Euh, Hutchison, lui, est obligé de rester à Washington parce que donc il est testé positif, donc il doit s'isoler dans sa chambre d'hôtel à Washington. Il est revenu que ce mardi à Chicago, hein. Donc il a passé le début, les 12 premiers jours de 2021 à Washington dans sa chambre d'hôtel. Donc super, putain le mec il a dû être en déprime totale. Enfin bref. Et pendant ce temps-là, les autres ont eu le droit de rentrer vu qu'ils n'étaient pas testés positifs à ce moment-là et sont rentrés à Chicago dans un van. Un trajet de 12-13 heures quand même, donc voilà. Et une fois arrivé à Chicago, Satoransky a été testé positif, mais pas les deux autres. Donc Satoransky était à l'isolement chez lui à Chicago. Et Markkanen et Archidiakono, eux, ont fait plusieurs tests négatifs et donc ont pu retrouver le chemin de l'entraînement ce mardi. Markkanen a dit que lui, il espérait être dispo pour le match à OKC vendredi, donc à voir les shots de Donovan s'il décide que c'est trop tôt, au niveau conditions physiques ou quoi, on verra bien. Parce que là on est mercredi, on va voir avec les séances, il y a une séance d'entraînement aujourd'hui, jeudi, donc on verra bien comment ça se déroule d'ici là. Hutchison, donc là, et Satoransky n'avaient pas repris l'entraînement mardi, donc on va voir quand eux pourront revenir, s'ils ont fait assez de tests négatifs. Mais on a déjà récupéré Markkanen et Archidiakono, ce qui est déjà pas mal. Espérons qu'au niveau conditions physiques, ça leur prendra pas trop de temps aussi pour pouvoir enchaîner quelques minutes sur le parquet, ça peut que nous faire du bien. Et puis autoporteur, donc on sait toujours pas combien de temps il va être absent, donc il s'est blessé au dos, dans le bas du dos. On sait pas. Apparemment, ça a pas l'air trop grave, mais enfin l'an dernier quand il s'est blessé au pied aussi, on nous disait que c'était pas trop grave et puis il a manqué 3 mois. Donc bref, c'est pas le même staff médical, je vous l'accorde. Donc on verra bien. On va guetter les news et puis bon, on va surveiller tout ça, hein. Donc
normalement. Prochain match vendredi soir face au OKC. Normalement, match suivant à Dallas à 21h dimanche soir. 21h en France, hein, donc bel horaire. Donc pareil, soyez là. Un peu comme sur le match des Clippers qui était sur Bein et on s'est fait un live tweet et il y avait eu tellement de monde, il y a eu tellement d'interactions, c'était mais absolument génial. Et ce qui m'a le plus fait kiffer, franchement, c'est tous les mecs qui sont venus me dire franchement, c'est un régal de regarder cette équipe, comment ils jouent, l'énergie qu'ils y mettent, l'intensité et tout. C'est vraiment super fun de les regarder jouer. Et franchement, moi j'ai kiffé, j'ai adoré ça. Donc continuez comme ça. Si les Bulls continuent de faire ça, continuez à venir me dire ça. Parce que franchement, c'est vraiment top, top, quoi. Ça fait tellement d'années que j'ai pas reçu de messages de ce style-là que ça fait vraiment plaisir. Euh, voilà, bref. Bah, s'il y a d'autres infos dans les prochains jours, si d'autres joueurs reviennent après des tests négatifs, ou si d'autres sont testés positifs, ou s'il y a des blessures, ou bref, on se tiendra au courant. Mais normalement, si rien de tout ça n'arrive, prochaine vidéo après le back-to-back face aux Texans avec Dallas dimanche et Houston lundi. Et puis d'ici là, bah, des live tweets, des articles, etc. Donc d'ici là, bah, portez-vous bien et à très bientôt. Go Bulls.